Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Dans ce grand dialogue qui porte sur le 27e anniversaire de l'accession, de l'avènement de la démocratie au Mali, 27e anniversaire de la révolution démocratique, l'événement a été célébré avant-hier au Mali. Alors que certains saluent les acquis de la démocratie, d'autres affirment que la démocratie a été un échec au Mali. Quel impact de l'événement sur la marche du Mali ? Où en est-on avec les idéaux de 1991? Quels sont les défis majeurs de nos jours? Nous essayons de traiter avec nos invités. Djigiba Keïta, dit PPR, il est acteur du mouvement démocratique et secrétaire général du parti Parena. Bonsoir. Bonsoir. Nuhun Keïta est secrétaire administratif du parti Sadi. Bonsoir. Bonsoir. Le professeur Ablaye Niang est économiste. Bonsoir. Et Boubacar Bokoum est politologue. Je suis Aliou Sidibé à la présentation. Le grand dialogue. Alors, Djigiba Keïta, sans plus de transition, quelle est votre appréciation de ces 27 ans de démocratie au Mali? Je vous remercie. Je remercie Studio Tamani. Je salue tous ses auditeurs. J'ai une pensée très pieuse à l'endroit de tous ceux qui sont morts pour la démocratie au Mali, notamment les martyrs du 26 mars. Nous avons mené la révolution du 26 mars pour la démocratie au Mali et pour l'épanouissement du peuple malien. Et la démocratie est une conquête permanente. L'épanouissement d'un peuple n'a également pas de limite. C'est pourquoi nous estimons qu'un chemin est parcouru, mais qu'il reste beaucoup à faire. Un chemin est parcouru, c'est lequel? C'est que le Mali est devenu un pays démocratique, que personne n'est persécuté maintenant pour ses idées, que personne n'est exclu de l'école, comme ça a été notre cas, pour avoir écrit un tract revendiquant la bourse des élèves et étudiants, que personne n'est mis en prison pour avoir dit que le président gère mal, que la famille du président est impliquée dans des surfacturations, etc., etc. Oui, la démocratie au Mali est un acquis, et cet acquis, il est fondamental. C'est grâce à cet acquis démocratique que nous pouvons critiquer et corriger ou mettre sur une autre voie les dirigeants, que nous pouvons faire des propositions pertinentes. C'est grâce à cette démocratie que nous sommes dans ce studio Tamani, parce qu'on n'avait pas cette occasion en 1991. Et il n'y avait même pas de radio privée. Et maintenant, il y a peut-être des centaines. On n'avait pas beaucoup de journaux. Il y a eu quelques journaux, mais encore une fois, ça a été au prix d'une âpre lutte. Les turiféraires du régime qui tentent de dire que non, non, il y avait les journaux. Les journaux, ce n'est pas tombé du ciel, c'est la lutte du peuple malien qui a fait que nous avons arraché également la création de ces journaux-là. Il faut que cela soit dit et entendu. Mais selon vous, le plus grand acquis, le plus grand échec? Le plus grand acquis, c'est la démocratie. C'est que personne n'est persécuté pour ses idées et qu'on peut produire toutes les idées au Mali et défendre toutes les idées au Mali. Et l'échec? L'échec, la gouvernance n'a pas été à hauteur des souhaits. Et le régime démocratique n'a pas pu vraiment lutter contre l'impunité. Malheureusement, l'impunité est devenue même un système de gestion sous le régime démocratique que nous vivons. Okay. Alors, Nuhun Keïta, quelle est votre appréciation de ces 27 ans de démocratie au Mali? Bien, je voudrais donc, comme l'a fait mon aîné PPR, rendre hommage aux martyrs de mars 91, également saluer l'acte de résistance exprimé par des intellectuels valeureux qui ont fait face à cette répression multiforme et qui ont largement contribué à cet éveil de conscience, qui se sont battus corps et âme pour que notre peuple retrouve sa liberté, sa dignité. Et donc mes pensées à ces grands intellectuels, beaucoup sont partis, je pense au professeur Kari Dambélé, je pense à Abdoulaye Diop, et professeur Diop, je pense à beaucoup d'intellectuels. Il y a certains qui sont là et qui continuent donc à accompagner cette lutte de notre peuple. Je dirais, concernant mars 91, que le bilan n'est pas satisfaisant.
Mon aîné a parlé tout à l'heure de cette liberté démocratique avec la profusion des radios, des journaux, l'élargissement des espaces de liberté. Certes, mars 91, c'était la mobilisation du peuple qui voulait le changement. Ante Korolin fait Fokroa, c'est-à-dire nous ne voulons plus du vieux, nous voulons du neuf. Kokadje, c'est-à-dire il faut laver proprement, c'est-à-dire nettoyer les écrits d'Ogias. Donc malheureusement, au bout du chemin, ce programme du peuple, de cette insurrection, n'a malheureusement pas abouti. Et au contraire, il y a eu une citation qui a fait dire à certaines personnes que Mars a été un échec. Mais vous pensez quoi du putsch de 2012? Parce que certains avaient pensé que c'était quand même une bouffée d'air quand même pour la démocratie. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Ante Korolin fait faux croire. Bon, c'est toujours les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. 2012 peut être considéré comme les conséquences d'une situation à laquelle on n'a pas trouvé de solution, comme il l'a dit, c'est la malgouvernance. C'est la malgouvernance qui a amené cette situation en 2012 et pour beaucoup, c'était le point de départ d'une nouvelle espérance, hein, le point de départ pour la réalisation d'un projet collectif nouveau. Malheureusement, vous avez suivi, il y a eu une crispation et des affrontements et beaucoup de démocrates qui étaient ensemble pour le changement de mars 91 se sont trouvés face à face, donc ils n'étaient pas côte à côte. Il y a eu des divergences notoires qui sont apparues et qui ont fait que mars 2012, malheureusement, ce processus a abouti à ce que vous avez vu, et que ce soit en mars 91, que ce soit en 2012, les espérances du peuple n'ont malheureusement pas été à la hauteur des attentes. Okay. Donc, il faut rebouler, il faut repartir encore sur de nouvelles bases. Et je pense que les espaces de liberté et de démocratie que le peuple a conquis vont permettre donc de mener la réflexion, d'avoir un point d'appui, un levier, un nouveau levier pour pouvoir donc construire un imaginaire collectif en rupture avec tout ce que nous dénonçons aujourd'hui. Très bien. Alors, professeur Abdoulaye Nyang, vous êtes économiste, mais que savez-vous quand même des acquis et même des échecs sur le plan économique et sur le plan social surtout? Merci. Je présente aussi mes condoléances à ceux qui sont partis dans cette lutte. Et nous prions plutôt qu'il n'y ait pas encore de martyrs. Et on a voulu éviter ça au moment du référendum. Ça a été notre position très tranchée là-dessus au niveau de Diogo Nimaya. Moi, je fais partie d'une autre génération. Les intellectuels dont ils font référence ici, on était à Paris ensemble dans les années 60. Et on est rentrés et on sait ce que nous avons fait par rapport au régime de Moussa Traoré. On disait 1 + 1 = 3. Ça, c'était vraiment le PMT. Ça veut dire quoi? 1 + 1 = 3. Il faut le faire échouer. Si nous sommes les intellectuels qui devons développer les plans de développement de ce pays et que nous faisons sur des hypothèses qui sont fausses, et parce que simplement on était en train de planifier comment arriver au pouvoir, mais si ça s'arrêtait à ça seulement, il n'y avait pas de problème. Mais moi, j'étais aux Nations Unies, peut-être à Addis Abeba en 1991, mais je suis mon pays, parce que c'est mon pays avant tout. Je ne viens pas dans toutes les vacances. Mais je ne crois pas que ces intellectuels qui étaient à Paris et qui sont nos aînés, il y en a qui sont vivants encore, Dieu merci, il en a cité certains qui sont morts, ils ont fait du mauvais jeu. Et il faut qu'ils se ressaisissent, que nous quittons l'ère mitterrandienne de la démocratie pour aller vers une nouvelle ère d'espoir démocratique. Et dont je suis un des auteurs d'un livre, après le printemps arabe, que le printemps arabe est une nouvelle ère d'espoir démocratique pour les Africains. Et on pensait que quand ça arrivait au Mali en 2012, que ça pouvait nous permettre de corriger ce qu'il y avait comme erreur par rapport à la démocratie que nous avons, disons, supposé avoir acquis en 1991. Moi, je ne suis pas d'accord avec la presse et tout. Elle est sélective. Il y en a qui ont leur radio, on les ferme parce qu'ils ne sont pas avec les autres.
Il y en a qui ont fait des investissements, on les détruit parce qu'ils ne sont pas avec les autres. Ça, ce n'est pas la démocratie. C'est sélectif. C'est-à-dire qu'ils ont un club, ils boivent ensemble. Mais heureusement que ceux qui sont là aujourd'hui sont des gens qui dénoncent, comme PPR et son parti, ils dénoncent tout ce qu'il y a comme déviation comportementale avérée par rapport à l'intégrité, par rapport à la fraude, par rapport à la discrimination, qui est rampante ici. Donc l'économie a marché. Si vous voulez, vous avez aujourd'hui une croissance économique respectable, mais en ce qui concerne les capacités de rétention de richesses par rapport à la population, elle est pour, si vous prenez les mines, vous trouverez ce que nous avons vu au Zimbabwe avec le vieux Robert Mugabe, n'est-ce pas? Vous trouverez que beaucoup de ces politiciens-là sont actionnaires dans ces mines-là. Et tu vas à Kajolo, ils n'ont même pas d'eau à boire. Tu vas à Kinyeba, ils n'ont même pas d'eau à boire. Donc, est-ce que c'était ça qu'il fallait, déposséder les gens de leurs propres moyens de subsistance au nom d'une démocratie? Il nous faut quitter cette ère-là de démocratie pour aller vers une nouvelle ère d'espoir démocratique où réellement la véritable démocratie va jouer. Mais ce n'est pas avec cette génération-là. Il faut nous mettre à la retraite. Nous qui sommes de cette... je ne parle pas de PPR, les plus jeunes. Ayant la retraite là, nous allons dire ce que nous devons dire. Mais être là encore président, premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Regardez, à un moment donné, Modibo Keïta, Ibrahim Boubacar Keïta, tous ces gens-là, ils sont en train de diriger le pays. Mais où est-ce qu'on va? Issa Sidibé, à l'Assemblée nationale. Ou bien, Hadra, au Conseil économique et social. Ces gens-là, il faut les mettre à la retraite. Préparer les pépères, là, les Bokoum, mon petit frère. Mais si ça ne marche pas, Amébou Santaoukama. Ok. Très bien. Nous sommes oui. Boubacar Bokoum, alors vous êtes politologue sur le plan politique et droits de l'homme au Mali. C'est 27 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je vous remercie. Avant de faire le bilan de ces 27 ans de démocratie, entre guillemets, que je mets toujours entre guillemets, que d'ailleurs j'ai mis toujours entre guillemets, je m'associe aux uns et aux autres pour m'incliner devant la mémoire de tous les morts du Mali, même si quelque part je pense que ces morts sont victimes d'une certaine manipulation intelligente et politique, qu'à cela ne tienne, c'est des frères maliens qui sont partis pour le bonheur du Mali. Après ça, je voudrais dire que la démocratie malienne, si on doit l'évaluer en réalité, c'est que les démocrates, de façon générale, refusent d'évaluer. Parce qu'aujourd'hui, la difficulté à laquelle le Mali est confronté, ce n'est pas seulement d'évaluer la démocratie, c'est d'évaluer depuis les indépendances, étape par étape, faire le bilan et dire qu'est-ce qui nous a fait échouer, pourquoi on est là, et aujourd'hui, quel est le chemin que nous allons prendre pour sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Malheureusement, chaque fragment de ces gestionnaires politiques que tu prends et que tu veux toucher du doigt certains aspects de leur défaillance, vous vous heurtez à un mur. Donc d'où la complexité de l'analyse et de la compréhension réelle de ce qui arrive au Mali. Maintenant, c'est vrai que, comme on le disait déjà dans les années 60, l'Afrique est mal partie. J'avoue que, de mon point de vue, le Mali est très mal parti à partir de 91. C'est un échec patent. Contrairement à ce que le doyen, mon grand frère PPR a dit, c'est vrai qu'il y a eu une éclosion de radio. Je pense que c'est encore une forme intelligente du néocolonialisme et de la manipulation politique. Beaucoup de radios, beaucoup de télévisions, beaucoup de journaux pour dire finalement quoi? Pour juste animer la galerie, parce que rien ne change. Les mécanismes qui permettent d'aller à des analyses objectives, des mécanismes de gouvernement qui permettent de faire des réflexions stratégiques, techniques et très pratiques pour le développement d'une nation n'existent pas. Donc, qu'est-ce qui se passe en réalité? Les radios sont là pour animer. Donc, c'est une caisse de résonance qui est le répondant démocratique qui permet d'animer la cour démocratique, mais nous faisons en réalité du surplace. Donc, autant les gens dénoncent, ça permet de décompresser un peu, parce que dans tous les pouvoirs, on a vu ces genres d'astuces que les démocrates ou les dirigeants mettent en place, même si le régime n'est pas démocratique,
on trouve quand même des mécanismes dans lesquels, des créneaux dans lesquels les gens peuvent plus ou moins s'exprimer. On a vu dans le cadre de l'IDPM, à l'époque, on nous a parlé de la démocratie au sein du parti. Et le président de l'époque se baladait de ville en ville pour faire ce qu'on appelait à l'époque, si j'ai bonne mémoire, les conférences des cadres, où on écoutait les uns et les autres. Donc, ça donnait un semblant de démocratie. Aujourd'hui, à partir de 91, nous avons eu aussi un semblant de démocratie. Ce semblant de démocratie, c'est quoi? On a libéré les vannes, c'est vrai. Comme PPR l'a dit, on ne pouvait pas parler, c'est vrai. Mais on parle pour avoir des résultats. La parole doit avoir un impact. Mais si c'est pour parler juste, on nous donne la possibilité aujourd'hui de critiquer IBK, de critiquer n'importe qui, on ne va pas en prison. Mais de façon intelligente, on nous met encore en prison parce qu'on empêche à nos enfants d'aller dans les bonnes écoles, on nous empêche notre épanouissement intellectuel et spirituel, et le pays est à un niveau où, qu'est-ce que nous attendons? Donc c'est un échec. Donc si réellement ces gouvernements sont en train de tirer le Mali vers le bas, et que nous, on ne fait que dénoncer, sans pouvoir les empêcher de tirer notre pays à la dérive, ça veut dire que quelque part, il y a problème. Et cette démocratie à laquelle on fait allusion aujourd'hui ne sert qu'à ça. Parce qu'à l'époque, en 90, c'est vrai, certains acteurs étaient de très bonne foi, mais nous avons compris juste que c'était une récupération d'une insurrection populaire. Parce qu'à l'époque, effectivement, il y avait un malaise énorme par rapport à la gouvernance de Moussa Traoré. Donc, les intellectuels, à la faveur de la glasnost, qui était quand même synonyme de transparence à l'époque, à la faveur de la chute du mur de Berlin, a donné beaucoup d'espoir pour dire que, comme il l'a dit, le Kokadje. Mais nous avons vu quand ATT est venu au pouvoir, systématiquement, la notion de Kokadje pendant la transition a disparu. On n'entendait plus parler du Kokadje. Donc on a dit non, c'est impossible, on ne peut plus toucher quelqu'un. Ensuite, Alpha est venu, c'était encore catastrophique. Et en 2012, quand il y a eu le coup d'État, il y a eu le front du refus. Ça voudrait exactement dire quoi? Le système ne changera pas parce qu'il ne s'agissait pas d'un homme, il ne s'agissait pas d'un militaire. Il y avait un système pourri déjà qui était là, qui est en train de gangréner le pays, qui était en train de tirer le pays vers le bas, et le pays il était plus ou moins en voie de disparition. C'était une déliquescence totale. Donc le coup d'État, en principe, aurait dû permettre de redistribuer les cartes. Mais la classe politique a dit quoi? Nous refusons le coup d'État. Mais en fait, on s'est caché derrière l'article 121 de notre Constitution pour encourager la gabegie, le vol, la corruption. C'est ça la triste réalité. Quand vous regardez la haute cour de justice qui a été vidée de tout son contenu, parce que c'est un instrument politique. Aujourd'hui, on prend ATT comme un héros. On vide le dossier de tout son contenu et il est accueilli en fanfare à Bamako ici comme si de rien n'était. Ça veut dire quoi? Que les dirigeants politiques ne sont pas sanctionnés parce qu'ils ont mal géré. Les dirigeants politiques ne rendent pas compte au peuple comme cela se doit. Mais quand même, quand on fait un putsch qui est la conséquence logique de cette mauvaise gouvernance, on se cache derrière l'article 121. Donc de quelle démocratie nous parlons exactement? Ok, merci. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Retour donc sur ce plateau pour parler d'avènement de la démocratie au Mali. Quel bilan faut-il tirer après 27 ans avec nos invités? Djigiba Keïta, dit PPR, acteur du mouvement démocratique et secrétaire général du PARENA. Le professeur Abdoulaye Nyang est économiste. Boubacar Bokoum est politologue. Et Nuhun Keïta est secrétaire administratif du parti SADI. Rapidement, une réaction? Je pense que l'analyse que M. Boubacar Bokoum vient de faire, si on avait donc poursuivi le débat, je me serais retrouvé avec lui totalement. On n'en était pas arrivé à établir le bilan de ce processus démocratique. Je pense que, comme moi, autant que PPR, puisque notre combat n'a pas commencé en mars 91, personne n'est satisfait du parcours de notre processus démocratique. Mais cependant, il y a quand même eu, au cours des débats, des arguments qui ont été avancés. Quand je fais allusion à certains intellectuels, mon aîné doyen, que je salue pour son engagement, puisque je le connais, c'est un homme de terrain, je l'ai rencontré dans beaucoup d'espaces, etc., a dit qu'il y a eu mauvais jeu. Certainement, il y a eu mauvais jeu de la part de certains intellectuels. Mais ceux qui ont inspiré l'action salvatrice
de mars 91, quand je pense au professeur Kari Dambélé, quand je pense à beaucoup d'autres acteurs qui vivent actuellement, cette action était le résultat d'une analyse, c'était le résultat d'un combat qu'ils ont mené en dénonçant les maux auxquels notre nation était confrontée. Sur le plan économique, c'était le désastre, marasme économique, c'était la gabegie financière, c'était le détournement de fonds. C'était la paupérisation des masses. Les acteurs du mouvement démocratique, surtout qui se sont succédés au pouvoir là, est-ce qu'ils ne sont pas responsables de notre situation actuelle? Ce n'est pas tous les acteurs du mouvement démocratique. Dis ceux qui se sont succédés Parce que au justement, pouvoir. quand on fait une analyse, oui, c'est-à-dire que ceux qui ont réussi à gérer le pouvoir, Au nom des autres. oui, ils ont au nom de la classe, c'est-à-dire que le pouvoir, ce n'est pas quelque chose qui est là pour satisfaire à tout le monde. Je pense que notre système démocratique, c'est une classe qui a ses intérêts objectifs, qui a sa vision de la chose et qui se sert du pouvoir pour réaliser ses objectifs. Et malheureusement, quand nous avons renversé la dictature, je l'ai dit tout de suite, il y avait quand même quelques programmes très simples. On a dit, nous ne voulons plus de l'ancien, nous voulons du nouveau. C'est le même langage qui court aujourd'hui. Oui, justement. Mais, à l'épreuve des faits... Est-ce que les mêmes causes vont produire les mêmes effets? Bon, vous savez, l'histoire, ça peut être un éternel... Dans tous les cas, la révolution est toujours à l'ordre du jour pour un peuple. Exactement, exactement. Ce n'est pas parce qu'il y a ces difficultés que nous avons connues qui vont délégitimer donc le combat de mars 91. Je pense qu'il y avait des raisons objectives et je ne suis pas d'accord avec M. Bokoum quand il dit qu'il y a eu ce qu'on appelle cette manipulation intelligente par rapport aux morts. Je pense que les rêves... Oui, on s'est servi de morts. C'est-à-dire que les gens... C'est pas ce que j'ai dit. Donc explicitez votre position. C'est pas ce que j'ai dit. Parce qu'ils ont dit que les gens... J'ai dit juste que c'est une insurrection populaire qui a été récupérée. Oui, parce que quand vous parlez de révolution, parce qu'on a enjolivé notre révolution, on l'a pris comme la meilleure révolution du monde. On ne discute pas sur le concept, puisque moi aussi je ne suis pas d'accord avec le terme de révolution. Je ne suis pas... Je pense que cette manipulation, c'est juste la récupération d'un malaise. Non. Qui sont ces manipulateurs? On va essayer d'avancer. Les acteurs démocratiques, dans leur majorité, qui ont manipulé le peuple. Pardon, Bokoum. Nous, Keita, alors comment vous expliquez les baisses d'engouement pour la célébration de la journée du 26 mars, qui est celle des martyrs? Les raisons sont très simples. J'ai dit tout à l'heure que le peuple, au bout de course, s'est rendu compte que le programme pour lequel il s'était mobilisé en 1991, ce programme n'a pas été satisfait. Donc, le peuple a pensé qu'il y a effectivement une frange qui a trahi. Mais ce n'est pas tout le mouvement démocratique. Très bien. Et alors, ça, je pense que nous devons, donc, au cours du débat, préciser les choses. Ce n'est pas tout le mouvement démocratique qui a géré le pays. Alors, non, malheureusement non. Je ne partage pas cette analyse. Quel est l'état des institutions maliennes après ces 27 ans de gouvernance démocratique? Oui, avant d'y arriver, il faut bien que je rebondisse à certains propos de M. Bokoum. Oui, parce que moi, je crois que les enfants n'aillent pas à l'école ou vont à l'école privée, ce n'est pas la faute de la démocratie. Non, la démocratie n'a jamais prescrit. C'est les gouvernants qui sont en cause. Ce n'est pas le principe démocratique, ce n'est pas la lutte pour laquelle nous nous sommes battus qui est en cause. Donc ce n'est pas la démocratie qui a mis les enfants des pauvres à l'école ou à empêcher. C'est les gouvernants, ceux qui ont trahi la cause pour laquelle nous nous sommes battus. C'est eux qui sont responsables. Donc ça, ce n'est pas la démocratie. Et donc se battre pour cette démocratie-là, ce n'est pas un quelconque artifice de l'article 121. Non, on a fait la démocratie pour dire que plus jamais il ne faut pas que quelqu'un vienne s'accaparer du pouvoir, et parce qu'il a les armes que nous avons payées avec nos impôts pour s'accaparer du pouvoir comme les putschistes de mars 1991 ont fait. Ce n'est de mars 2012, du 21 mars 2012 on fait. Encore une fois, on n'est pas d'accord avec cela parce que on a dit on accède au pouvoir par la voie démocratique. Et il faut faire confiance à ce peuple-là qui peut se révolter. Comme j'ai dit, la révolution est toujours à l'ordre du jour pour un peuple. L'insurrection est toujours à l'ordre du jour et la Constitution ne peut pas interdire cela. Donc, et si ça ne va pas, le peuple peut descendre dans la lutte, le peuple peut faire chuter un régime, on n'a pas besoin de putsch. Donc,
quand en 2012, nous nous sommes révoltés, on n'est pas pour le putsch. Encore une fois, on dit, la situation aujourd'hui n'est peut-être pas meilleure qu'en 2012. Mais les mêmes causes n'ont pas forcément les mêmes effets. Et on ne souhaite pas un coup d'État. Et un coup d'État, nous allons toujours le combattre. Il ne faut pas enjoliver que mars 1983 a été fait, les mêmes causes. Donc en 2012, non, 2012 c'était un vulgaire putsch. Des gens qui ont profité d'une situation. Vous avez, la situation n'était pas pire qu'aujourd'hui. D'accord. Professeur Nyang, quel sens vous donnez quand même à la baisse d'engouement pour la célébration du 26 mars, qui est consacrée quand même comme journée des martyrs au Mali? Vous savez, en 2013, on est sorti à 78% près pour élire démocratiquement un président de la République. Au second tour. Oui. Ceux qui ont voté au second tour. Oui, mais il n'y a pas de problème. La précision est détaillée. Parce qu'il faut faire la précision. Des gens croient que sur les 18 millions de Maliens, c'est 78% de ces 18 millions de Maliens. Ça n'a pas d'importance. Il faut préciser, c'est important. Je parle du système qui est mis en place. Oui, voilà, c'est le second tour. Je concède. Okay. Je suis d'accord. Okay. Et ils se sont trouvés devant vraiment le désespoir. Ils se sont trouvés devant la trahison. Et la haute trahison en réalité. Donc, quand celui-là va se présenter devant les martyrs pour faire un discours, pour commémorer la mort de ces gens-là, mais après avoir dit que Moussa Traoré est un grand républicain, c'est un faux qui est devant nous. Donc c'est tout à fait normal qu'on aille de cette nature-là. Ce qui s'est passé pendant les 4-5 ans du point de vue démocratie, regardez combien de premiers ministres. Le ministère de la Défense, combien de ministres de la Défense pendant les 4-5 ans? Est-ce que c'est réellement ça, la bonne gouvernance? Non, ce n'est pas la bonne gouvernance. Nous avons vécu la dernière génération de ce mouvement-là. Ce sont ces gens-là que nous avons eu au pouvoir. Mais il y a quelque chose que moi je voulais simplement marquer comme étant un échec du mouvement démocratique. C'est d'avoir ramené les étudiants dans le jeu politique, dans la drogue, dans la prostitution, dans le sabotage de l'école. Mais pourtant, ce sont ces étudiants qui sont à la base de c'est le mouvement démocratique qui amène les étudiants à la drogue. Ce sont ces étudiants quand même qui sont à la base de la lutte. Mais il faut suivre ce qu'il dit. Parce que si on c'est lui le modérateur. Oui, je dis... C'est lui le modérateur. Non, c'est le modérateur. Je dois répondre à sa question. Allez-y, répétez parce que... Oui, je dis que la lutte pour l'accès à la démocratie, ce sont ces mêmes étudiants qui sont à la base encore. Ils ont leur dividende pour la démocratie. Ouais. Parce que leur père se trouve en train de voler les ressources minières et tout ça du Mali. Et ils se sont positionnés dans les campus pour pouvoir vendre de la drogue, pour faire la prostitution et pour vendre des diplômes. Mais selon vous, quelles peuvent être les pistes de solutions dans ces cas pour le cas particulier de ces élèves et étudiants? Mais il faut dépolitiser. Nous, quand on était étudiants, c'était l'école. Ce n'est pas autre chose. Et quand on sortait, on venait, on travaillait. Mais quand tu voles le diplôme, depuis le bas âge jusqu'à l'université et tout, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais si quelqu'un me dit maintenant que ça, ce n'est pas le résultat du mouvement démocratique, bon, on a une lecture différente. Moi, je suis un statisticien, j'ai mes critères d'évaluation et j'attribue fondamentalement à la démocratie ce qui se passe. Parce qu'il ne peut pas dire la vérité devant ces étudiants-là. Je pense que le panel qui est composé ici, il est bien, hein, je ne vous critique pas, mais nous rejoignons sur beaucoup de choses, mais sans parler le même langage. N'est-ce pas? Laissez-les terminer. Sadi peut dire autre chose sur les étudiants, mais nous ne sommes pas d'accord avec Sadi sur ça. Sur beaucoup de choses, on peut être d'accord. PPR, tout ce qu'ils font pour la veille citoyenne, on est d'accord à 100% avec eux. Mais il y a certaines choses, nous ne sommes pas d'accord avec eux, c'est tout. Et c'est tout à fait normal, c'est ça la démocratie aussi. Laissez-les terminer. Il a terminé. Ok, allez-y. Je lui cède le reste. Je pense que sur les mauvais comportements que le doyen vient de dénoncer, s'il y a en tout cas des acteurs du mouvement démocratique qui l'ont dénoncé, combattu, depuis les premières heures de l'avènement de la démocratie, et d'ailleurs nous, vous pouvez aller voir
les déclarations que nous avons faites, les prises de position à cette époque. Oui. Ça, on le sait. Donc, alors, donc je pense que autant eux aussi... Dans le mouvement démocratique, oui, comment peut-on dire que nous voyons ces mauvaises pratiques et que c'est le résultat donc de la gestion du mouvement démocratique. Non, observons une pause. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Et retour donc sur ce plateau pour parler de l'avènement de la démocratie au Mali. Quel bilan faut-il tirer après les 27 ans? Alors, nos invités sont Djigiba Keïta dit PPR, acteur du mouvement démocratique et secrétaire général du parti Parena. Nous, Keïta est secrétaire administratif du parti Sadi. Professeur Abdoulaye Nyang est économiste et Boubacar Bokoum est politologue. Alors, Monsieur Bokoum, quel est l'état des institutions maliennes après ces 27 ans de gouvernance démocratique et de multiplication d'associations et de partis politiques selon vous? Justement, j'ai voulu quand même, avant d'entamer cette question, quand même apporter quelques éclaircissements par rapport à mes propos qui ont été peut-être écorchés de part et d'autre. L'idée, ce n'est pas de dire que le principe démocratique pose problème. C'est un processus dans lequel nous nous sommes engagés, mais qui malheureusement est un échec. Donc, les acteurs dans la majorité doivent admettre que c'est un échec. Même s'il y a quelques individus... Donc, on va essayer d'avancer dans cette troisième partie pour parler un peu des pistes de solutions. C'est un échec. Voilà, donc, je suis désolé, oui. M. Djigiba, c'est un échec. Maintenant, les institutions que nous avons aujourd'hui sont tributaires de la gouvernance. Donc, toutes les institutions, de mon point de vue aujourd'hui, que ce soit au niveau l'ossature fondamentale qui aurait dû soutenir cette démocratie, c'est la justice. La justice, malheureusement, elle est ce que nous savons, mal distribuée, pas d'équité. Et aujourd'hui, quand vous regardez, vous observez très bien la crise que nous sommes en train de traverser, c'est exactement cette mauvaise redistribution de la justice qui nous pose énormément de problèmes. La crise au centre et récemment les conflits qu'on a voulu, auxquels on a voulu donner une connotation ethnique qui, de mon point de vue, ne l'est pas entre Peul et Dogon et tout ça, ça relève tout juste d'un manque de vision de l'État. Les institutions ne sont pas du tout fonctionnelles. Donc, il va falloir aujourd'hui qu'on se mette dans une dynamique... là où j'ai voulu quand même attirer l'attention de nos camarades acteurs de cette démocratie... Nous qui sommes aujourd'hui... Non, nous en faisons tous partie. Nous ne sommes pas des antidémocrates. Nous ne sommes pas des antidémocrates. C'est juste des préceptes. Quand vous regardez le principe démocratique, chaque fois on nous dit, ouais, nous sommes en apprentissage, il y a des... Oui, on comprend. Mais quand même, on ne peut pas nous dire qu'au Mali, ici, qu'à l'époque, il n'y avait pas de dignité, il n'y avait pas d'honneur. Tout ce qui nous pose problème aujourd'hui, c'est que ceux qui nous ont dit qu'ils sont démocrates et qui sont en train de gérer ce pays de façon démocratique, et que nous, dans les faits, nous voyons exactement le contraire de ce que nous pensons devoir voir, là, ça pose problème. Donc, c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Donc, le principe en tant que lui-même, c'est un principe intellectuel, moral, louable, mais dans les faits, les acteurs que nous voyons aujourd'hui, qui agissent au nom de tout le monde, avec les leviers démocratiques et le principe de vote que nous avons donné aujourd'hui, nous constatons malheureusement que le principe de gouvernance aujourd'hui est tout sauf démocratique. C'est ça la réalité. Maintenant, les quelques leviers qui semblent être les clés de la démocratie qu'on nous offre aujourd'hui, moi je pense que ça ne suffit pas pour s'installer réellement dans une démocratie. Ça, c'est les radios auxquelles on fait allusion, cette liberté d'expression à laquelle on fait allusion. Je pense que ce n'est pas suffisant. Ok, d'accord. Djigiba Keïta, donc on va dire un mot par rapport quand même aux victimes et leurs ayants droit. Qu'en savez-vous aujourd'hui sur leur situation? Oui, d'accord. Et sur le levier fondamental qui est le droit de... la liberté d'expression, je dis encore une fois que c'est un élément fondamental. C'est à partir de là encore qu'on peut changer la situation. Ça, oui, les victimes et leurs ayants droit, où en sommes-nous avec leur situation? Bon, à écouter la DVR, beaucoup de problèmes sont résolus. Il y a des malades qui sont pris en charge. Il y a des... L'État continue à assister. Ce n'est pas... le fait que l'ADVR continue à poser des problèmes sur ces malades, c'est pas honorable pour notre pays. Que des gens qui sont
qui ont été blessés, qui sont tombés en 91, qu'on continue encore à se plaindre qu'ils ne sont pas pris en charge tel que c'est souhaité, ce n'est pas honorable, hélas. Ok. Mais les héritiers de l'ancien parti unique, que sont-ils devenus aujourd'hui, 27 ans après? Je ne m'en occupe pas beaucoup. Et moi, je dis encore une fois, comme notre démocratie, notre révolution a malheureusement échoué, la place qu'on a donnée aux anciens dignitaires, j'aurais été aux commandes, je ne les aurais pas donné cette place-là. Parce que moi, je serais allé jusqu'au bout. Très bien. Alors, pour qu'on n'aille pas, on ne veuille pas aller, on ne veuille pas faire le nouveau avec l'ancien. Malheureusement, on a demandé notre cocadier, mais ceux qui sont arrivés au pouvoir, ils se sont malheureusement rabattus sur les anciens de l'UDPM et pour vouloir faire le nouveau Mali avec. C'est pas possible. Ok, rapidement, quelles sont devenues les victimes et leurs ayants droit? Qu'est-ce que vous en Je pense, comme il a dit, effectivement, jusqu'à présent, il y a des voix qui se lèvent, qui disent carrément qu'ils ne sont pas du tout satisfaits. Est-ce que aussi le processus d'indemnisation a été une très longue lutte, beaucoup de divergences au sein même de l'ADVR, avec des scissions même qui ont été opérées. Et personnellement, je ne suis pas en mesure de vous dire aujourd'hui quelle est la situation réelle. Et certainement, s'il y avait des acteurs qui se sont fortement impliqués dans la gestion de ce dossier, ils pouvaient dire autre chose. Mais je voudrais revenir juste pour rassurer mes deux contradicteurs en leur disant que leur analyse des conséquences de cette mauvaise gouvernance, nous les partageons. Autant mon frère Pépère que moi. Mais là où ça pêche, c'est leur approche conceptuelle. Bon, on va essayer d'avancer. Qui est totalement le décalage. temps qui nous est imparti marche à grands pas. Je voulais terminer mon idée. Oui, on va venir sur les solutions. Le reproche que j'ai fait. Non, on va aller avec les solutions. Alors, monsieur, oui, une réaction rapidement. Une réaction. C'est dommage et c'est regrettable que ceux qui sont ici sur la table, qui sont les acteurs principaux de cet événement, qu'ils ne peuvent pas nous donner un résultat positif de ceux qui se sont battus pour ça et qui ne sont pas morts. Un résultat positif, je ne comprends pas. Non, les prises en charge et tout, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils se sont battus pour que ces gens-là viennent au pouvoir. Oui. Normalement, votre réponse devait être catégorique. Mais non, comme nous ne mentons pas, nous disons que l'État a fait beaucoup. Non, oui, mais qu'il y a des problèmes. Est-ce que 27 ans après, ces gens-là doivent être toujours de cette manière? D'accord. J'ai vu une mère. C'est qu'elle a dit, la mère, n'est-ce pas? C'est qu'elle a dit. On va s'écouter, PPR. On s'écoute, M. Keïta. Ok. Oui, allez-y. C'est qu'elle a dit de sa fille qui est morte, n'est-ce pas? C'est qu'elle a dit, ce jour-là. Non, je ne vais pas donner le nom de la personne. Je n'ai pas compris. J'ai dit, il y a une mère qui a perdu sa fille. Oui. Mais ce qu'il a dit du traitement que ceux qui ont bénéficié de cette lutte vis-à-vis d'elle, c'est regrettable. Très bien. D'accord. Donc, quelles peuvent être des pistes de solutions pour résoudre les défis aujourd'hui, selon vous, professeur Nyang? Non, il faut aller vers cette nouvelle ère d'espoir démocratique, reconnaître la valeur intrinsèque nous appelons le réseau d'associations pour la défense des droits civiques, politiques, économiques, sociaux et culturels, souvent des valeurs de Djougoni Maya, parce qu'il faut que vraiment en Djougou Kanyanka. Et maintenant, la classe politique joue un rôle, et son rôle doit être circonscrit pour des mesures et des programmes de stimulation de la classe économique. Donc les trois groupes d'acteurs doivent être assis sur un tabouret, et chacun a un rôle de leadership qui est inclusif et partagé avec les deux autres. Okay. Tant qu'on ne passe pas par là-bas, et qu'on continue toujours avec ce que nous voyons, la plus grande institution du Mali restera toujours la famille de la femme du président. Ok. Rapidement, beaucoup des pistes de solutions pour sortir des défis d'aujourd'hui? Non, mais vous savez, la nature du défi aujourd'hui au Mali est très complexe et multidimensionnelle. Quand vous prenez, je prends grosso modo aujourd'hui, je pense que quand on a une bonne justice... On va aller tout droit aux pistes de solutions rapidement. Oui, mais il faut d'abord instaurer la justice, c'est la clé. Aujourd'hui, quand vous avez une justice qui est bien distribuée, ça veut dire que les gens qui ont volé, il faut les arrêter. Les gens qui ne méritent pas, il ne faut pas les mettre là. Quand ils font des bêtises, il faut être capable de sanctionner. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit dans un état sérieux où on est capable d'avoir une bonne projection
je pense que sous le contrôle du doyen, ce n'est pas des sommités intellectuelles qui nous manquent aujourd'hui. On a un capital humain à l'intérieur comme à l'extérieur du Mali, auquel on peut faire appel aujourd'hui pour qu'ils mettent leurs compétences à la disposition du pays. Mais il faudrait maintenant qu'on crée un cadre universitaire dans lequel tous les intellectuels peuvent se retrouver, aller à la création, à l'inventivité. La technologie aujourd'hui, c'est une clé. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand nous regardons dans le monde, les jeunes aujourd'hui, quand vous regardez même à la maison, nos enfants, ils maîtrisent très bien les iPads, les téléphones et tout ça. Donc ça veut dire que la technologie aujourd'hui doit être un levier pour l'éveil de conscience, pour la décolonisation mentale et pour permettre aux jeunes aujourd'hui de s'approprier des instruments de développement. Mais cela ne va pas sans une justice, sans l'équité dans notre pays. Ok, Djigiba Keïta, rapidement une solution. La solution, c'est la bonne gouvernance au niveau du leadership, qui commence par le leadership politique. Si le leadership politique a conscience des difficultés du pays et s'engage dans une voie pour être l'exemple, gouverner par l'exemple est le seul critère qui doit prévaloir aujourd'hui. Et à ce moment-là, l'impunité va disparaître de notre pays. Tant qu'il y aura l'impunité, tant que tu peux faire tout sans être inquiété, malheureusement, on s'en sort. Ça, c'est la gouvernance. Et là, c'est le leadership politique qui est interpellé. Ceux qui sont appelés à être à la tête de notre pays doivent donner des exemples. À ce moment-là, quand il y a l'équité, il va y avoir la justice. Quand le dirigeant est correct, le reste va suivre. Malheureusement, c'est ce qui manque au pays. Mais l'actualité aujourd'hui, quand même, c'est que, en tout cas, le Premier ministre rassure qu'il y aura les élections et le président aussi donne l'assurance ferme. Et vous êtes acteur politique. Nous sommes très sceptiques parce qu'on a dit ça, même pour les élections communales. On a renvoyé en novembre pour dire que ça se ferait en avril. Ils ont juré. On a fait un débat ici. Nous avions dit non, il faut mettre une croix sur ces élections pour la présidentielle. Donc, en réalité, on attend de voir. D'accord. Ok. Nous, Keïta, les pistes de solutions. Oui, les pistes de solutions. Je pense que sur les élections, c'est des magiciens. Oui. Le Premier ministre est un remarquable magicien. Nous attendons qu'il nous fasse des merveilles, donc aux dates promises. Alors, maintenant, en sus des propositions qu'il vient de faire, je pense que nous sommes dans un contexte politique, sécuritaire, institutionnel extrêmement difficile. Et nous devons nous rassembler, c'est-à-dire tous les citoyens maliens doivent se rassembler, essayer de voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble, faire le bilan de notre parcours, imaginer donc des solutions qui préservent notre souveraineté, qui préservent notre intégrité territoriale. Et vous savez aujourd'hui que le pays est occupé militairement, que c'est des réformes institutionnelles qui lui sont imposées et que notre destin n'est pas entre nos mains. Donc il faut que nous nous retrouvions pour discuter, définir quel type d'État. Et nous, en tout cas au niveau de SADI, nous plaidons pour un nouvel État. Il faut un nouvel État qui est en mesure de répondre aux enjeux géopolitiques, géostratégiques et auxquels le pays est confronté aujourd'hui. Merci beaucoup, Djigiba Keïta, d'IPPR, acteur du mouvement démocratique et secrétaire général du parti Parena. Nuhon Keïta, on vous dit merci. Vous êtes secrétaire administratif du parti SADI. Professeur Ablaye Niang, merci. Vous êtes économiste. Et Boubacar Bokoum, vous êtes politologue. Merci beaucoup. Nous sommes donc au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org. Réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75 84 12 12 ou 75 84 11 11. Ce débat a été réalisé par Moumine Sendebou. La mise en onde était assurée par Salim Diouara et la régie vidéo par Peting Diara. Je suis Aliou Sidibé et la coordination était assurée par Mohamedou Touré. À la prochaine. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.